Il est 13 h. Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Plus de 60% de taux d'exécution, c'est le bilan du projet asphaltage dans la Rive-Vive et environ dans la ville de Cotonou. À suivre le constat de Jérôme Boumbo. L'orientation après le bac, le ministère de l'Enseignement supérieur en fait son affaire. Il a initié une opération dénommée « Confirmation ou changement du choix de la filière » sur toute l'étendue du territoire national. Et puis le bassin du fleuve Niger est en alerte rouge. On assiste à la montée des eaux, une situation qui préoccupe la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec ce retour sur la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Face à la presse, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a évoqué le mémorandum signé avec les partenaires japonais pour la construction d'une industrie de transformation textile au Bénin et le symposium organisé pour vendre à la destination Bénin. Il a aussi abordé la question de la coopération bénino-nippone dans le secteur du numérique. Suivez ici un extrait du ministre Aurélien Agbenossi. Le président a rencontré le vice-gouverneur de la Japan Bank for International Cooperation. C'est la banque qui accompagne les investissements dans les pays et cette banque va accompagner ce projet que nous avons de l'ouverture, de la création d'une usine par la compagnie privée Marubeni du Japon, ici. Le président a rencontré évidemment la Ligue parlementaire d'amitié entre le Bénin et le Japon. Il a également accordé une audience à une délégation de la Ligue d'amitié Japon-Afrique. Il a aussi une rencontre très très importante dont je tiens à vous parler, c'est qu'il a vu M. Hirai Tauka, qui est une des personnalités très importantes dans le domaine des technologies dans ce pays-là. Le président a rencontré des personnalités politiques, le président du Komeito, qui est un parti en coalition avec le Parti libéral, c'est l'honorable Yamaguchi Natsuo. Le président a eu quelques entretiens particuliers avec certaines personnes de notre communauté, mais l'événement clé de rencontre avec la diaspora, c'est cette rencontre que le président a eue avec le champion de la NBA américaine, M. Rui Hachimura, qui est un basketteur bénino-japonais, et qui évolue au Washington Wizards et qui est une équipe de la NBA américaine. Ce champion qui est une star mondiale, mais une star très célébrée au Japon, est aussi le symbole du lien que l'on peut avoir entre le Japon et le Bénin. Et le président était très heureux de l'accueillir. Et le président était bien avisé de le recevoir, puisque au cours de toutes nos audiences après, même avec le Premier ministre, on parlait toujours de Hachimura. Ils ont demandé au président, est-ce que vous êtes au courant que Hachimura est un Japonais d'origine béninoise? Parce que son papa est béninois, sa maman est japonaise, et c'est un grand champion de basket qui a fait quelques promesses de s'investir aussi au Bénin. Je suis sûr qu'en temps utile, il vous parlera, il aura l'occasion de visiter le pays et vous parlera de cela. Il est important pour clôturer les rencontres que le président a eues de dire qu'il a été invité aussi, comme ses pairs, à ce qu'on appelle une séance de thé au palais impérial, ce qui lui a donné l'occasion de serrer la main au nouvel empereur du Japon. Je vais maintenant terminer par les activités parallèles de notre délégation. La première activité parallèle, et qui est l'activité phare, c'est le symposium qui a été organisé sur le thème « Le Bénin, porte d'entrée sur le marché ouest-africain ». Un événement qui nous a permis de présenter aux investisseurs privés japonais les opportunités d'investissement dans notre pays. Ça, c'est l'événement parallèle essentiel. Il y a eu un autre événement qui me paraît aussi important, c'est la signature que le ministre de l'Économie et des Finances a eu à faire d'un mémorandum d'entente entre notre pays et la société Marubeni pour la construction d'une usine textile intégrée destinée à la transformation de la production cotonnière locale. Nous ne pouvons pas nous contenter d'exporter tout ce que nous produisons en coton. Nous sommes devenus cette année le premier producteur en coton. Le président Talon l'avait dit, il avait promis, il l'a fait.
Ce n'est pas une incantation gouvernementale, c'est une réalité constatée par des institutions indépendantes. Et donc, nous avons aussi au niveau du gouvernement entrepris de commencer par transformer une partie de notre coton. Et je suis heureux de ce partenariat avec Marubeni. Et le ministre Ouadani a signé le mémorandum d'entente avec cette société-là. Nous avons eu aussi un panel d'échange avec quelques investisseurs japonais le mercredi 28 août, ce qui a été très intéressant. Il y a eu un panel organisé par la Bank of Tokyo Mitsubishi, également, dans l'intérêt de faire connaître le Bénin. Il y a eu également une présentation des opportunités d'affaires en Afrique francophone et dans la zone UEMOA. Et il y a eu aussi une réunion qui a permis de faire le point des réformes qui ont été entreprises au Bénin. Je dois aussi mentionner que ma collègue, la ministre de l'économie numérique, qui faisait partie de la délégation, la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, a participé à la table ronde sur l'économie numérique. Et l'objectif de cette table ronde, bien entendu, était de définir les axes de coopération entre le Japon et l'Afrique sur les questions relatives à l'économie numérique. Une autre rencontre est prévue dans les mois à venir pour définir un certain nombre de projets prioritaires sur lesquels le Japon voudrait s'engager avec le collectif des pays africains. Je pense que tous ces responsables que mes collègues ont rencontrés ont montré leur intérêt pour les projets dans notre pays. Ils ont discuté de quelques actions concrètes que je suis persuadé connaîtront des débuts d'application dans les semaines qui viennent. Alors, qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout cela? Ce que nous pouvons retenir, c'est que la TICAD reste une initiative durable de partenariat qui est très pratique. Le fait de voir qu'il y a une convergence de vues et que les thèmes regroupent ce que nous avons mis dans notre programme d'action du gouvernement et les directions dans lesquelles le président de la République veut aller, prouve à suffisance que ce pays est maintenant sur les rails, que nous sommes dans la bonne direction et que nous sommes en phase non seulement avec ceux qui parlent du développement dans le monde, mais avec l'ensemble de la communauté internationale qui est soucieuse de l'amélioration des conditions de vie ici et là. La diplomatie d'un pays, ce n'est pas partisan. On reste ensemble, comme il s'agit de la défense, pour construire l'image du pays, pour construire la crédibilité du pays, pour construire l'appréciation que l'on peut avoir du pays. Ça sert à tout le monde, ça sert au développement. Je vous remercie de votre attention. Je l'annonçais en titre, l'asphaltage est un projet important du programme d'action du gouvernement à Cotonou dans les quartiers de la Ré-Vive et environ. Il est déjà à 65% de taux de réalisation. Comment les travaux évoluent-ils? Jérôme Rumbo et Évariste Zomoron nous apportent la réponse. L'asphaltage était annoncé comme une action forte du gouvernement. Lors du lancement du programme d'action le 16 décembre 2016 au Palais de la Marina, le chef de l'État avait indiqué que sa satisfaction serait grande s'il parvenait à réussir ce pan de ses ambitions. Parmi les 660 rues concernées dans 9 communes pilotes, le LOCISA à Cotonou-Ré-Vive prend en compte 94 rues. Les difficultés des populations étaient immenses. Pour moi, je ne connais pas ici. La voie était dégradée. Et mon amortisseur peut toutefois souffrir. La moto aussi peut vieillir. Grâce à la dégradation, chaque fois si je tombe dans les trous, ça peut toutefois créer des dommages pour ma moto. C'était pas praticable du tout. Surtout là, on souffrait la plupart du temps. On souffrait quand on prenait ces ruelles-là et ça nous dérangeait. Et l'état de notre moto parfois est dérangé. À ce jour, nous avons un pourcentage d'avancement général de 65%. Ça veut dire que en matière de rues terminées et bitumées, à ce jour, nous sommes à 12 rues. Mais nous travaillons beaucoup plus sur la zone 2, qui est la zone la plus concentrée en rues. La zone 2 et la première zone, qui est la zone de Livingston, ces deux zones déjà totalisent plus de la moitié. Nous avons 35 et 23, ça fait à peu près 58 rues qu'on a presque terminées. Donc ces rues ont déjà pris de la couche de base et du gravillonnage à 90%. Donc nous sommes sur les enrobés dans ces zones. Ici, nous sommes dans la rue de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo.
Sa construction a échappé à plusieurs gouvernements, mais celui du président Patrice Talon l'a réalisé entièrement en bitume. La zone de l'ancien président Soblo, c'est à côté, c'est dans la zone 2. Cette rue est déjà bitumée. Maintenant, je vois que, bon, d'ailleurs, la SATOM qui est en train de faire la voie, je pense que, bon, que leur travail, c'est un travail de bonne qualité, quoi. Je vois des caniveaux, et bon, ces eaux-là vont circuler dans les caniveaux. Avec ça, il n'y aura pas d'eau de glissement ici. Je souhaite que toutes les autres communes en bénéficient et que, bon, plus d'inondations, comme d'habitude. Aujourd'hui, ça va mieux. On est fiers. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'être béninois. Parce que quand je sors un peu du pays, je vois les autres pays d'alentour, on est en train de dépasser certains pays déjà. Tout comme l'asphaltage, plusieurs autres projets phares caractérisent les réformes de la gouvernance de la rupture. Je pense que, bon, pour la gouvernance, c'est mieux. Moi, je dis que, bon, c'est un président qui mérite d'être félicité. Puisque je vois qu'on a un président courageux, puisque le Béninois était dessus. Le Béninois était dessus, c'est le président qu'il faut pour le Béninois. La plupart des clients qu'on a l'habitude de prendre apprécient parce qu'ils sont en train de comprendre le bien fondé, je suis apolitique naturellement, du projet ou du PAG. C'est pourquoi j'admire l'actuel président qui fait de son mieux, quelle que soit la résistance, quels que soient les problèmes, les difficultés qu'on essaie de lui créer dans tous les sens. Il est toujours serein et ferme et j'admire ça. Et ce que je peux dire, c'est qu'il continue, qu'il soit serein jusqu'à la fin, afin qu'on puisse voir un nouveau visage, non seulement de la Heavy, mais du Bénin. Et quand on sort, on peut aussi se booster le torse pour dire oui, je suis béninois. Les travaux du lot CISA s'inscrivent dans un délai contractuel de 15 mois et devraient prendre fin en décembre 2019. Mais il y a eu quelques situations, notamment dues au problème de réseau et quelques difficultés aussi au niveau de la structure qu'on a dû revoir. Tout ceci nous a amené à demander un délai complémentaire. Donc, on espère avoir quelques mois en plus pour finir le chantier correctement dans les règles de l'art. Comme le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable, les autres départements mettent aussi les bouchées doubles pour une fin appréciable du programme d'action. L'Union progressiste veut fédérer ses militants autour d'un même causé qui replace la vision du parti dans les habitudes. Pour ce faire, elle a organisé une conférence de presse pour annoncer les journées qu'elle prévoit dans ce cadre les 7 et 8 septembre prochains à Bomé-Calavi. Jérôme Bumbo et Wenceslas Aroimo. Dans la dynamique de formation d'un ensemble plus fort et unifié, l'Union progressiste, créée en décembre 2018 avec plus de 75 000 membres fondateurs, veut rasseoir ses bases militantes. Et c'est à travers des journées de l'UP les 7 et 8 septembre prochains à Abomey-Calavi, au Palais de Gratitude. Il est question, à travers ces journées-là, de permettre à nos militants d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à travailler ensemble et d'étudier ensemble un ensemble de thèmes que le comité d'organisation va leur soumettre. Il s'agira pour eux, les 7 et 8 septembre prochains, de réfléchir sur le militantisme au sein de l'UP. Le défi pour l'Union progressiste aujourd'hui est de former un militant de type nouveau, conscient de son rôle et de ses responsabilités en tant que progressiste et capable d'impacter son environnement dans sa façon et par sa façon de penser, d'agir en vue d'induire un changement positif autour de lui. Les journées du progressiste devront permettre de fédérer les différents groupes constitutifs de notre parti, de les fédérer dans un même esprit autour d'un même idéal politique, le progressisme. Ces retrouvailles font suite au projet Graines de Baobab et Connaître le Bénin. Cette première édition est intitulée Le militant progressiste. L'objectif visé par ce thème à travers ces journées
est de fédérer les militants autour d'un idéal commun, à l'effet de la formation d'une génération de militants progressistes incarnant nos valeurs, les valeurs progressistes. Un parti bien organisé, un parti qui a une vision et qui veut pérenniser son existence, doit régulièrement se remettre en cause ou doit se retrouver avec ses militants pour voir là où ils sont par rapport à une période. Je crois que l'UP, bientôt ça va nous faire 1 an que nous existons officiellement. Est-ce que nous sommes collés à la vision que nous nous sommes donnée préalablement? L'Union progressiste compte 46 députés à l'Assemblée nationale. Le parti du Baobab entend créer à terme une génération de militants convaincus, capables de disséminer autour d'elle les valeurs progressistes afin d'induire des changements de qualité dans la société. L'UP est toujours ouverte à d'autres adhésions dans tout le Bénin. L'ex-député Yakubu Malé-Rossou était hier mercredi à la Haute Cour de justice de Cotonou. Il a rendu une visite de courtoisie à la présidente de l'institution. Il était accompagné d'imams et de dignitaires religieux, mais aussi de non-musulmans, membres de la Fondation Malé-Rossou. Suivons ici un extrait du point des échanges entre les deux personnalités. Nous sommes venus prier pour elle-même, tous les juges, et tous les collaborateurs de la Haute Cour de justice. Et nous avons profité pour lui présenter ce que nous avons l'habitude de faire. La Fondation Malé-Rossou est une fondation pour la paix, justice, fraternité et développement. Nous sommes là pour soutenir les malades, les plus démunis. En ce qui concerne la paix, nous luttons beaucoup. Nous sommes la seule organisation, je peux dire société civile, qui a fait des voyages aller-retour entre Savé et Parakou, Niki, pour apaiser nos populations. Nous sommes venus lui expliquer cela et elle-même nous a demandé de tout faire pour que la Haute Cour de justice commence à jouer son rôle. Parce que depuis longtemps, nous n'avons pas appris que telle personne a été jugée. Et c'est notre souhait. Nous lui avons promis que nous avons rencontré le chef de l'État pour qu'une solution soit trouvée. On parle à présent éducation et plus précisément orientation scolaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé sur toute l'étendue du territoire l'opération confirmation ou changement du choix de la filière. Il entend ainsi répondre aux préoccupations des élèves quant au choix de la filière après le bac. À Cotonou, c'est le collège d'enseignement général Sainte-Rita qui accueille l'opération. Plus de détails avec Blaise Adampo et François Zinsou. Moi, je n'ai pas encore fait de choix. Vous aviez choisi quoi avant? Échange à bâton rompu entre les nouveaux bacheliers et la ministre de l'Enseignement supérieur sur le choix des filières à l'université. Bon, 11,47. Bon. Maintenant, vous voulez choisir quoi? Bon, je veux confirmer mon choix, quoi. Ici, au Collège d'enseignement général Sainte-Rita, ces nouveaux bacheliers viennent soit pour confirmer, soit pour changer de filière, même si le choix a été fait avant l'examen. Constat, beaucoup de changements de filière. Je suis venue aujourd'hui pour changer les choix que j'avais fait avant l'examen. J'ai pris la comptabilité que je pensais faire à l'ENA, mais maintenant je veux changer pour prendre l'administration des finances à l'ENA. Je suis venue pour modifier les filières que j'avais choisies avant le bac. Les raisons de ces changements de dernière heure sont multiples. Avant le bac, on avait eu des listes concernant les filières. Mais après les résultats, on s'est plus orienté. On s'est rendu dans les facultés, dans les écoles, pour pouvoir savoir la filière qui nous correspond. L'université que j'avais prise aurait une mauvaise réputation, donc ça correspond plus à l'attente des parents et moi-même, ça correspond à mon attente, donc je préfère aller à l'ENAM
pour faire l'administration des finances. Je n'avais pas suivi les journées d'orientation. Après le bac, on a suivi des journées d'orientation, ce qui nous a permis de mieux comprendre nos choix et c'est ça qui m'a amené à changer les filières. On a eu la fiche le même jour et on nous a demandé de rendre ça. Donc du coup, on a juste rempli pour remplir. À tous ces problèmes, il faudra trouver des solutions. Nos enfants, ils ont fait des choix sans connaissance de ce qui se passe. Ça suppose que nous ne lisons pas beaucoup. Je pense qu'à ce niveau, nous allons définir d'autres stratégies pour qu'ils soient déjà au niveau du secondaire plus imprégnés de ce qui se passe à l'université. Autre aspect important, la communication entre parents et apprenants. Dans ce centre, nous avons aperçu des parents qui ont accompagné leurs enfants. Avec vos parents. On a beaucoup discuté sur le choix des filières avant les résultats. Mais après les résultats, il s'est fait que parmi eux, il y en a qui ont encore eu de penchant pour d'autres filières qu'ils avaient choisies. Donc, il y a un, par exemple, lui va faire le changement de filière. La filière qu'elle a prise avant les examens, là, elle est arrivée à confirmer ça. La semaine passée, nous sommes partis au campus pour pouvoir vérifier les filières. Cette opération d'orientation est voulue par le gouvernement pour faciliter la tâche aux bacheliers. Le choix avant le bac pour permettre à tout le monde de faire un choix. Le choix après le bac pour permettre à ceux qui ont réussi, après avoir fait une semaine de sensibilisation, d'information sur tous les établissements des 4 universités, leur permettre de faire de nouveaux choix, soit de confirmer ce qu'ils ont fait, soit d'infirmer, c'est-à-dire de faire d'autres choix. Les yeux rivés sur leur téléphone ou en train de se taquiner, ces désormais étudiants attendent d'être reçus. Avec la longue file, ils devront s'armer de patience. L'opération prend fin le 9 septembre prochain. Et puis, page santé de ce journal, le Conseil départemental de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies du littoral est installé. Enoch Rompati et Monique Torrent ont assisté à la cérémonie d'installation de ces membres désormais investis de leur nouvelle mission. Voici leur compte rendu. Je voudrais vous féliciter d'avoir été retenu pour donc siéger au niveau du CDLS-TP du département du littoral. Les réformes nécessaires au mieux-être de la population prennent une nouvelle tournure dans le secteur de la santé. Ces hommes et femmes prennent à compter de ce mercredi 4 septembre 2019 de nouvelles charges en la matière avec pour mission la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Un organe dont la mission est clairement définie. Dans le contexte actuel d'épidémie de choléra et de dengue dans le département du littoral, ce conseil est opportun car il a, entre autres, pour rôle de veiller au bon fonctionnement du système de surveillance épidémiologique au niveau départemental. Le CDLSTP, le Conseil départemental de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies est la représentation du CNLSTP au niveau des départements du Bénin. Décentraliser le CNLSTP est d'une importance capitale parce que le Conseil national s'occupe de tout ce qui est thématique épidémie, mais n'est qu'au niveau national. Il est normal que ce qui se passe au niveau préfecture, que le Conseil national ait des éléments probants, ait des éléments justes au niveau des préfectures. Et de la même manière, ça va être décentralisé au niveau des communes également. Là, ça permet de savoir tout ce qui se passe au niveau de la base et ça fait partie des éléments de ce qu'on peut appeler la sentinelle. C'est un système d'alerte qui est en train d'être mis en place et ce système d'alerte est en même temps un système de prise en charge de tout ce qui est transversal à l'épidémie. Dans le département du littoral, il est composé de 13 membres et placé sous la présidence du préfet du littoral. Conscient des interventions déjà entreprises par les membres pour une riposte adéquate, j'exhorte chaque acteur à davantage d'actions préventives car la prévention, à travers la sensibilisation et la communication sur les mesures d'hygiène et d'assainissement de base au sein des communautés, reste les meilleurs moyens de lutte contre les fléaux
aux facteurs de risques environnementaux. Ce faisant, le Bénin s'inscrit dans la dynamique des orientations de l'Organisation mondiale de la santé qui voudrait que d'ici 2030, l'on puisse mettre fin à l'épidémie du sida, du paludisme, de la tuberculose, des hépatites et des maladies tropicales négligées. Nous avons de grands défis à relever. Nous avons beaucoup à faire. Le chef de l'État et nous-mêmes, nous savons que nous pouvons compter sur vous pour relever ces défis. Et que, au cours des sessions de l'organe délibérant du CNLSTP, nous serons fiers quand votre président, devant tous les autres préfets, présentera vos résultats et qu'on verra que vous occupez le premier rang. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, le CDLSTP se réunira en session ordinaire 2 fois par an et toutes les fois que cela sera nécessaire. On va dans le département de la Liborie pour évoquer cette fois la montée des eaux des affluents du fleuve Niger. La situation préoccupe la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes. Une délégation de la dite plateforme conduite par son président Mohamedou Moussa s'est rendue à Karimaman et à Malonville, 2 des communes les plus touchées pour s'enquérir de la situation. Le point avec Alexis Assoba et Shamsdine Baghiri. Le bassin du fleuve Niger est en alerte rouge et pour faire face aux inondations, la plateforme départementale à Liborie de réduction des risques et catastrophes opte pour la prévention. Elle a effectué une descente dans les communes de Karimaman et Malanville pour s'enquérir des stratégies mises en œuvre pour la riposte. La plateforme communale a pu se rendre sur les lieux pour quelques sensibilisations par rapport au risque d'inondation. Depuis 2012, le conseil communal a délibéré et a ciblé les sites. Et on a eu à ce qu'on appelle la création de nouveaux villages. Il faut que nous nous mettions vraiment ensemble pour sensibiliser ceux qui sont à côté de l'eau ou dans l'eau. Le ministère nous a dotés d'intrants. Et nous avons été instruits par le DDS de les positionner au niveau des formations sanitaires pour une riposte contre tout ce qui est maladie hydrofécale, notamment le choléra. Après échange avec les différents membres des plateformes communales respectives, il ressort que toutes les dispositions sont prises pour assister d'éventuels sinistrés en cas d'inondation. Je me rassure déjà des dispositions qui ont été prises de part et d'autre. Ça veut dire qu'il y a lieu que nos compatriotes qui sont dans les milieux à haut risque, n'est-ce pas, puissent regagner, n'est-ce pas, les sites d'accueil qui ont été déjà identifiés par les 2 plateformes. Ces sites-là existent aujourd'hui. Secondo, fréquenter moins, n'est-ce pas, les fleuves, attendre, n'est-ce pas, la fin des pluies avant de sortir, respecter, n'est-ce pas, la mesure que nous avons prise relativement au transport fluvial. Mais je me réjouis aussi de ce que les dispositions, qu'elles soient d'ordre sanitaire, sécuritaire, je crois que les dispositions ont été prises. Le président de la plateforme à Liborie de réduction des risques et catastrophes visite ensuite l'embarcadère et quelques populations qui se refusent de rejoindre le site identifié devant accueillir les sinistrés. Il les appelle à suivre les directives des membres des différentes plateformes communales et à faire preuve de vigilance. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout prenez du plaisir sur l'ORTV.